Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation MDPH. Donc, c'est la première présentation qu'on va vous faire aujourd'hui de notre solution MDPH, qui sera donc déployée dans les départements dans les prochains mois. Donc, cette présentation, on va déjà commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Emmanuel Duchesne, je dirige le pôle social au sein d'Atoll. Nous vous présenterons les activités. Je vais laisser Bénédicte se présenter. Et Bénédicte Fouquin, chef de projet MDPH sur cette nouvelle solution collaborative. Pour information, vous avez accès à un onglet questions auquel vous pourrez nous rajouter toutes les questions au fil de la présentation. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Donc, au cours de ce programme, nous commencerons par vous présenter donc très rapidement Atoll Conseil Développement. Comment on est arrivé à mener le projet d'Atoll Conseil Développement et surtout qu'est-ce qui nous a amené donc à développer la solution open source MDPH. Ensuite, nous évoquerons ensemble la collaboration qu'on a mis en place avec 3 départements et la démarche projet aussi que nous avons élaborée, et nous terminerons bien sûr par une démonstration. Donc, Atoll Conseil Développement, c'est une société qui a été créée, elle a été créée en 2000. Nous avons 19 ans d'existence. Et la philosophie est très tournée autour des solutions open source. À ça, nous avons ajouté une compétence très orientée métier, c'est-à-dire que nous adaptons très facilement donc au contexte, et nous mettons les moyens pour nous adapter au contexte métier de nos clients. Ce qui permet donc, par cette qualité entre guillemets, ce qui permet donc de fidéliser nos clients. Atoll, donc on a plusieurs domaines de compétences au sein d'Atoll Conseil Développement. Donc l'un des premiers pôles, c'est la conception et le développement d'applications métiers. Donc comme je disais précédemment, on essaye de s'adapter au maximum au contexte de nos clients. Ensuite, nous avons aussi un pôle orienté autour de la dématérialisation des documents et numérisation. Ensuite, nous avons aussi un pôle décisionnel pour remonter tous les indicateurs et de faire l'extraction de données, de remonter les indicateurs. Et en parallèle, nous avons aussi un pôle plus orienté communication digitale et aussi d'infogérance des applications avec l'hébergement. Actuellement, nous sommes 140 au sein d'Atoll. Nous sommes répartis donc sur plusieurs sites. Le siège est à Gevrey-Chambertin, à côté de Dijon. Nous sommes répartis aussi, nous sommes à Paris, Nantes et Lyon. Alors, Atoll CD, donc son ambition sociale est née il y a quelques années. Son ambition sociale est née il y a quelques années, surtout en raison d'un projet de dématérialisation des demandes sociales au CD33 en juin 2013. Puis par la suite, on a été approché par de nombreux départements pour reprendre la gestion des bénéficiaires du RSA. Donc il s'agit de l'application Web RSA. Et donc ça a permis de mettre un pied dans assez concret dans le domaine social. Et cette façon de procéder, parce que WebRSA est un logiciel open source, où j'en parlerai plus tard, où la gouvernance appartient au département et l'intégration appartient à Atoll. Cette façon de voir permet
d'intégrer donc toutes les demandes, et de définir une roadmap lors de clubs utilisateurs. Et donc l'application appartient vraiment aux utilisateurs. Donc cette application a démarré en 2017 avec 4 départements, le CD 93, le CD 66 et le CD 58. Le CD 66 a été assez séduit par la démarche. Du coup, ils nous ont demandé en 2018 de répondre à leur appel d'offres qui consistait à la refonte du SI MDPH à partir du tronc commun fixé par la CNSA. Par la suite, le CD 64 a rejoint le projet pour participer activement au développement et à la conception de l'application. En juillet 2019, donc très récemment, nous avons donc le CD 23 qui a rejoint donc ce groupe de travail. MDPH, donc c'est une solution web et open source que nous mettons à disposition de nos clients. Le but premier, donc, qui dit open source, ça veut dire que nous ne sommes pas propriétaires de la solution, que nous nous chargeons donc de veiller au développement, aux contributions et à l'intégration. Donc, du coup, entre guillemets, n'importe qui peut télécharger l'application à partir d'une forge, en parlant technique, et peut l'installer. C'est un choix qui a été fait, et donc voilà. Donc l'intérêt, c'est pour les départements, c'est pouvoir mutualiser et de capitaliser les ressources, d'essaimer cette solution métier et de faire un partage d'études des composants sous licence libre. Et donc, par exemple, les départements, à travers leur DSI, peuvent très bien contribuer au développement de la solution. Donc, la co-construction, comme je disais précédemment, nous avons les conseils départementaux qui vont fixer donc la roadmap. C'est eux qui pilotent la maîtrise d'ouvrage, l'intégration, qui définissent la roadmap, donc qui définissent les évolutions, les spécifient avec notre collaboration. Nous, de notre côté, Atoll Conseil Développement, on va piloter la maîtrise d'ouvrage, on va animer le club utilisateur. Donc le club utilisateur, on se réunit 2 fois par an, où on va définir la roadmap de l'année avec les évolutions. On va faire un retour aussi sur les actions passées et regarder comment s'améliorer. En aucun cas, Atoll ne prend une décision. La décision appartiendra toujours aux conseils départementaux ou MDPH pour notre situation. On est surtout là pour on apportera plutôt un conseil à travers un conseil technique ou aussi un conseil fonctionnel par rapport, par exemple, à l'ergonomie. Ensuite, ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est au niveau du financement, c'est un financement partagé. La maintenance, si je prends l'exemple de WebRSA, le financement est partagé entre les départements. On apporte un certain conseil, on indique le volume qu'aura droit chaque département, et il y a une entente après entre chaque département pour déterminer la part de chacun. Et notre objectif à travers aussi ce club utilisateur, c'est de ne surtout pas oublier les petits départements. On essaye de garder un maximum de répartition, d'une équité entre chaque département. MDPH, donc c'est une démarche qui est éprouvée. Donc maintenant, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille sur la solution. Ça se manifeste à travers une collaboration avec les départements assez présente et nécessaire. Donc on effectue donc des points métiers hebdomadaires qui permettent de nous aider à avancer à travers des conseils et aussi des points de synchronisation. Nous avons aussi donc un comité de projet toutes les 2 semaines. Là actuellement, nous avons un comité de projet toutes les 2 semaines avec les différents départements.
Ensuite, dans notre méthode de contribution, ce qu'on fait aussi, on s'est astreint entre guillemets à livrer sur une plateforme de démonstration les développements à peu près sur un rythme de toutes les 2 à 3 semaines, donc qui permet donc aux référents métiers et techniques de pouvoir tester et aussi de s'approprier l'application. Ensuite, nous avons un comité de pilotage qui a lieu avec tous les départements en même temps et tous les 2 mois. Donc, ce comité de pilotage, il est là pour regarder si la feuille de route, si les délais sont bien tenus. On priorise les développements et on évoque donc toute la stratégie du projet. Ensuite, en parallèle, bien entendu, donc on obéit entre guillemets aussi au tronc commun de la CNSA. Donc du coup, on a une gouvernance opérationnelle aussi qui est menée en parallèle avec la CNSA et donc on a mis en place avec eux un point opérationnel toutes les 3 semaines avec la cible Sentier et les départements. Ils nous ont demandé de rédiger une feuille de route où nous élaborons surtout limitons les risques identifiés et les points de vigilance. Ensuite, avec eux, pour l'objectif est non seulement l'objectif est la mise en production, mais aussi l'objectif est de se faire labelliser. Pour se faire labelliser, donc on a un certain nombre de scénarios. Et ces scénarios, donc on a mis en place tout un système de démonstration, donc qui a lieu à peu près toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, nous menons une démonstration pour aller jusqu'à les visites préliminaires et la labellisation. Notre visite préliminaire, elle aura lieu donc au mois de septembre, mi-septembre, donc très très bientôt, et la visite de labellisation aura lieu début octobre. Donc, l'objectif de MDPH, donc, c'est de développer une application centrée sur les valeurs métiers pour les agents et les usagers. Donc, je vais revenir par la suite, mais l'application a été développée avec les référents métiers des MDPH. En permanence, nous sommes en contact avec le métier pour valider nos interfaces et nos fonctionnalités. Ensuite, au préalable, pour la conception, l'étude, on a surtout travaillé donc avec ces référents pour élaborer les futures interfaces. Donc là, on a quelque chose, on va dire, qui s'adapte complètement aux besoins des agents. Donc l'enjeu, c'était aussi donc de garantir une efficience de la solution pour gagner en productivité, c'est-à-dire qu'elle soit efficace, qu'elle réponde aux besoins et qu'elle soit rapide. Ensuite, c'était l'autre point, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire c'est de faciliter les échanges avec les partenaires, que ce soit la CNSA, la CAF, le SNGI, les établissements de santé ou pour les demandes de carte CMI. Ensuite, c'est surtout de pouvoir. L'enjeu, c'est aussi de pouvoir retranscrire toutes les informations qui sont nombreuses au sein de l'application MDPH. Donc, d'aider à la décision les différents acteurs pour l'usager. Ensuite, MDPH, au travers de ce projet, donc c'est une co-construction, cela veut dire donc c'est un challenge technique métier humain. Là, ce qu'on peut voir sur cette présentation, sur ce slide, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants. D'une part, d'Atoll, on a mis en place une très grande équipe au travers de développeurs, de designers, de leaders techniques et de chefs de projet. Et donc, on s'appuie avec une grosse équipe. Ensuite, vu qu'on a une démarche de co-construction, donc on a impliqué énormément les départements.
c'est-à-dire qu'on a par exemple mis en place une collaboration aussi assez étroite avec le CD64, avec un développeur qui développe des modules ou des fonctionnalités au sein de l'application. En parallèle, les validations sont toujours réalisées donc par les référents métiers des différents départements et les référents techniques. Donc voilà, il y a un dialogue permanent et une construction. Ensuite, Atoll, c'est ce que j'ai dit assez rapidement précédemment. Donc, on a la chance de s'appuyer sur un ensemble de pôles d'activités, que ce soit gestion documentaire électronique, RADLAD, donc numérisation ou décisionnelle. Donc, du coup, au travers de ces 140 personnes, on vient puiser les ressources nécessaires pour garantir les besoins de l'application. Alors, en permanence, voilà, on a des points on veille aux points de vigilance pour la réussite du projet. Donc, l'un des points de vigilance, je ne vais pas vous le cacher, c'est le planning, avec une mise en production demandée donc à fin 2019 par la CNSA. Donc, c'est une contrainte assez forte. En parallèle, donc on essaye, notre but, c'est de faire face à cette contrainte. Notre but, c'est aussi en parallèle, c'est de faire converger les besoins fonctionnels en adéquation avec le tronc commun de la CNSA, car jusqu'à présent, chaque département avait sa manière, même si l'objectif est le même, avait sa manière de gérer les demandes. Donc du coup, nous, on a animé et on a fait converger les demandes. Pour l'instant, entre le CD23, le CD64, le CD66, ça se passe très bien. Ensuite, l'autre enjeu, donc l'autre enjeu, c'était aussi je vais en parler du tout plus tard. Donc je reviens sur la manière de faire converger les besoins fonctionnels. Donc, pour faire converger ces besoins fonctionnels, comment on a fait? Donc, on a accompagné les MDPH dans la conduite du changement, c'est-à-dire qu'on a donc impliqué les agents à travers plusieurs ateliers où on est très présent chez eux et on faisait des démonstrations, on maquettait avec eux la future solution. Donc, on effectue aussi des suivis réguliers avec l'équipe projet, on organise des ateliers et surtout, comme je l'ai dit aussi, c'est qu'on a créé un environnement de test ouvert aux utilisateurs pour s'approprier l'outil. Donc, en permanence, ils peuvent suivre les évolutions et aussi s'imprégner de la solution. Ensuite, les outils, donc comme je le disais aussi, donc on utilise un espace partagé pour la diffusion, donc un share pour partager les documents. On a notre outil de maquettage en ligne qui permet donc aux référents métiers aussi de consulter et d'agréger en fait les informations qui s'y tient. Et aussi, on a un service de tickets pour suivre les développements, c'est-à-dire que les référents techniques peuvent nous faire remonter leurs anomalies sur les plateformes de test ou les fonctionnalités qui ne répondent pas aux besoins, mais aussi ils peuvent suivre aussi nos développements et l'avancée. D'un point de vue architecture, là, ça s'adresse peut-être plus, on va dire, au DSI, mais ce qui est important de voir à travers l'architecture, donc on garantit une interopérabilité et aussi une ouverture de la solution. Et c'est ce qui permet aussi d'apporter une certaine convergence technique de l'application à travers la gestion documentaire électronique. Notre souhait, c'était de ne pas se fermer, à une jet particulière. C'est vrai qu'à Atoll, on est plutôt tourné vers Alfresco, mais il nous a paru logique de développer un connecteur donc CMIS qui permet de s'attaquer donc à Alfresco, Multigest ou SharePoint. Ensuite, l'autre point intéressant, donc c'est l'interopérabilité avec les partenaires. Donc, on a développé tout un module d'interopérabilité qui permet d'avoir un suivi de l'extraction d'avoir un suivi vers des extractions vers les partenaires. Le téléservice CNSA, pour l'instant, nous avons recommandé donc à nos clients, donc au département, d'utiliser le téléservice CNSA. Donc, car on sait que l'année prochaine, donc en 2020, l'un des chantiers de la CNSA, donc et le nôtre aussi,
c'est de proposer donc un portail pour les demandes et pour informer les usagers. Donc nous, notre objectif, c'est qu'ils soient donc interconnectés aussi directement, interfacés avec l'application. Donc là-dessus, on s'oriente vers des solutions SIGCAP des maths ou publiques en développant des connecteurs. La base de données, pour l'instant, elle est développée en PostgreSQL. Donc, on l'a choisie pour sa facilité d'implémentation et surtout son côté open source. Et ensuite, donc, on utilise Pentao pour la remontée des indicateurs et des tableaux de bord. Le cœur de l'application, ça c'est vraiment pour les initiés. Donc, c'est une solution qui est web, donc accessible par tous. Cette solution web, donc elle a été développée en Python et sous le framework Django. Les interfaces ont été développées en Vue.js. Donc Python et Django, donc c'est un environnement de développement, c'est un langage et un framework de développement assez moderne. Et on l'a choisi parce que non seulement il est performant, mais aussi il apporte une rapidité, une plus grande rapidité dans le développement des différentes fonctionnalités. Vue.js, le choix aussi parce que c'est une technologie qui est moderne. Donc nous, il nous paraissait important de ne pas développer sur des outils obsolètes ou des langages qui n'étaient pas périns. Et donc du coup, on s'est orienté vers Vue.js pour sa fluidité aussi, pour les utilisateurs, comme vous pourrez le voir lors de la démonstration que effectuera Béné dans quelques instants. Donc là, je vais passer la main à Bénédicte, donc qui va vous présenter l'application MDPH. Donc, concernant l'application MDPH, au niveau de la connexion, on a un login, un élément assez basique. Donc, au niveau de la présentation, je vais essentiellement vous présenter le circuit d'un dossier de demande. L'un des soucis majeurs qui nous a été remonté était de pouvoir avoir une vérification des dossiers usagés et ne pas créer de doublons. Donc ici, on a la possibilité de créer par un module de recherche un nouvel usager. Donc par recherche, bien sûr, on va rapporter tous les éléments recherchés en fonction de critères de recherche classiques. Et puis, si on recherche une personne en particulier, voilà, et qui n'existe pas, on va donc avec tous les éléments nécessaires pour la création d'un dossier à minima, c'est-à-dire le nom, prénom, date de naissance. On va, 1902, c'est peut-être un petit peu vieux, on va pouvoir, je ne peux pas saisir, pardon, j'avais mon clavier numérique qui était bloqué, voilà. Donc, lors de la recherche, je vais bien vérifier que mon usager n'existe pas et là seulement, je vais pouvoir créer l'usager. Donc, à la création de l'usager, je vais arriver en fait sur une plusieurs pages en fait déterminées sous plusieurs onglets qui représentent totalement le CERFA que vous connaissez avec la nouvelle version. Donc, qui comprend une partie identité. Donc, sur cette partie identité, vous retrouverez tous les éléments qui sont demandés dans le CERFA. Alors, tous les éléments ne sont pas obligatoires, hein, tout dépend bien sûr des informations à saisir, du statut de l'usager, mais vous avez ici tous les champs nécessaires, enfin potentiellement renseignables par l'usager. En fonction alors ça va peut-être un peu vite, au niveau de la navigation,
Donc, en fonction des éléments saisis, on va avoir un petit peu d'aide à la saisie, c'est-à-dire que on aura, des facilités qui sont connues, qui sont dans les éléments web, c'est-à-dire qu'on aura des menus déroulants qui vont se pré-remplir en fonction des éléments précédemment renseignés. Ensuite, vous avez les catégories vie quotidienne, vie scolaire et vie professionnelle. Donc, pour faciliter la saisie pour les utilisateurs de l'application côté MDPH, on a représenté les différents éléments avec les mêmes thèmes couleurs que le CERFA, et on retrouve également la numérotation que vous avez également au niveau du CERFA pour des fins de facilité pour les échanges. Enfin, en tout cas, on s'est dit que par ailleurs, vous parleriez peut-être à force d'usage de la saisie du B2, par exemple, dans le CERFA pour les éléments manquants. Donc, on a des boîtes à cocher, des éléments, quand on a des éléments supplémentaires à saisir, on aura le champ qui va se pré-remplir. Ça, c'était pour la partie vie quotidienne. Pour la partie vie scolaire, de la même façon, on reprend tous les éléments. Alors, dans le CERFA, je vous disais tout à l'heure qu'on essaye de faciliter le maximum la saisie de l'utilisateur, mais dans certains cas, on est obligé de laisser des champs de saisie pour pouvoir enregistrer les informations réellement renseignées par l'usager. Donc, on aura parfois effectivement des blocs de champs de saisie classiques. Sur la vie professionnelle, donc, on a deux rubriques, soit en emploi, soit sans emploi. Donc, en fonction de la rubrique qui aura été remplie par l'usager, et pour ne pas perdre l'utilisateur dans sa saisie et lui éviter de saisir des informations non nécessaires, voilà, on va rendre accessibles les fenêtres qui sont liées à la situation renseignée dans le CERFA. Toujours dans le CERFA, donc on a une catégorie sur les demandes. Donc là, on va retrouver toutes les demandes réparties par rubrique en fonction de la vie quotidienne, vie scolaire et la partie professionnelle. Donc, on va sélectionner les éléments qui sont demandés. Et toutes les informations liées à la réception de la demande, au dépôt de la demande, seront enregistrées dans la phase de finalisation. Je vais continuer dans la progression du CERFA en poursuivant, en feuilletant les différentes pages. Donc, on a une nouveauté dans ce CERFA, la saisie des besoins de l'aidant familial. Donc, par défaut, l'aidant est lié à la personne, à l'usager sur lequel nous sommes en train de saisir des informations. Et par la suite, donc, on va renseigner les différentes informations que souhaite faire remonter l'aidant familial. Les pièces, donc par défaut, on va avoir les deux tableaux, les pièces attendues pour leur recevabilité et puis des pièces qui seront un tableau de pièces demandées par la MDPH qui sera en fait pré-rempli en fonction des demandes exprimées qui auront été cochées précédemment. Alors, je sais que l'avis d'imposition ne fait pas partie des pièces attendues pour leur recevabilité. C'est simplement pour vous montrer en fait tous les éléments sont, enfin, peut-être pas tous, mais disons qu'en grande partie, on a rendu cette application paramétrable pour pouvoir tenir compte des évolutions réglementaires qui pourraient intervenir. Et donc, par exemple, ici, on a fait le choix de rajouter l'avis d'imposition dans les pièces attendues pour la recevabilité. Supposons que tous mes éléments pour la recevabilité aient été renseignés, je vais les stocker, les enregistrer. Donc, derrière, on aura un lien vers la GED. On pourra scanner les éléments et les envoyer au niveau de la GED
au niveau de l'arborescence associée à l'usager et à ce dossier de demande en particulier. Et puis là, je suis donc sur la saisie de la dominante associée au dossier de demande pour l'usager. Donc ici, les dominantes sont des éléments qui sont paramétrables. Donc là, on est sur les dominantes d'une MDPH en particulier. Si vous souhaitez rester sur les dominantes préconisées par la CNSA, c'est-à-dire la vie quotidienne, la vie scolaire et la vie professionnelle, vous pouvez tout à fait choisir ces dominantes pour votre travail, votre organisation. Avec une date de réception, donc un mode de réception ici au niveau du courrier. Et je peux également décider, par exemple, de lui donner un niveau d'urgence pour le traitement de la demande. Alors ici, on est sur les critères d'urgence bien définis par l'agent de la MDPH et non pas par les critères d'urgence définis par l'usager. Dans le CERFA, si vous vous souvenez, dans la première partie, l'usager peut définir ses critères d'urgence pour le traitement de son dossier, mais c'est bel et bien ceux qui sont définis par l'agent qui sont pris en compte ici au niveau du bandeau et qui rajoutent une icône d'urgence pour ce dossier de demande en particulier. Je vais valider le dossier. Ah, ça, c'est l'effet du mot. Un petit problème d'enregistrement. Donc ici, voilà, j'ai saisi tout mon CERFA, j'ai saisi les pièces qui sont associées au dossier. Mon dossier est passé recevable puisque j'ai toutes les pièces liées à la recevabilité du dossier qui ont été enregistrées. J'ai des informations visuelles au niveau du dossier usager. Donc la petite icône bulle rouge concerne les échanges que peut mener la MDPH auprès des professionnels de santé qui accompagnent l'usager. Celle-ci correspond plus à des informations de notion de transfert vers ou au sein de la MDPH lors des déménagements. Et puis la petite cloche correspond à une information particulière qui est liée en fait aux activités qui peuvent être menées à l'accueil, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin pour un dossier usager de transmettre des informations en interne. Donc, par exemple, ici, en interne, je signale que l'usager a fourni son certificat médical. C'est une information importante que je veux envoyer à l'évaluateur qui sera associé, par exemple. Je valide, je vais avoir donc une note interne qui va s'afficher. Et automatiquement, donc j'ai une petite cloche qui informe les agents de la MDPH qu'une note importante a été associée au dossier. On a aussi les notes de contact qui sont cette fois-ci vraiment liées à l'accueil et qui définissent, alors là, les menus déroulants sont paramétrables. Là, on est sur une base de test, hein, donc elle pourrait être enrichie. Ici, donc, j'ai le lien du contact, le canal du contact, et puis pourquoi il m'a contacté, pour avoir des informations, quelle réponse a été apportée. Donc, assez rapidement, on a les informations liées au contact qui a été pris auprès de la MDPH et qui pourra servir de statistique pour la suite. Ces informations sont rassemblées dans une icône, dans un onglet et pourront être transmis en interne afin de statistiques et pour affûter l'organisation de l'accueil ou auprès de la CNSA. Je vais revenir sur un dossier peut-être un peu plus fourni pour la suite de la présentation. Donc ici, j'ai donc un usager qui a déjà eu plusieurs dossiers de demande.
Donc, on va voir apparaître tous les dossiers de demande. Donc, ce sont les bandeaux que vous voyez ici. Et puis, on peut visualiser l'ensemble des demandes qui ont été effectuées dans le dossier de demande sélectionné. Je peux également accéder à partir de l'usager à un récapitulatif qui va me donner ces informations d'identité, des données de contact s'il y avait, par exemple tout ce qui va être information sur les parents ou sur les tutelles. Ici d'ailleurs on a des informations sur une tutelle et puis un petit récapitulatif sur les droits échus en cours et les demandes en cours. Donc là, on aura donc l'accès à toutes les décisions qui n'ont plus cours, les décisions à droit échu, les décisions en cours, et puis ici le traitement du dossier qui est actuel. Si je reviens donc sur ma petite page ici, donc pour chacun des bandeaux de dossier de demande, on va pouvoir accéder à l'ensemble des étapes du dossier de demande. Donc, soit je vais consulter le dossier. Donc là, je reviens sur ce que je vous ai présenté juste avant avec toutes les informations du CERFA. Donc, tout utilisateur ayant besoin d'avoir des informations complémentaires sur ce qu'a saisi l'usager pourra y accéder. Ensuite, je vais pouvoir aller sur les propositions qui sont associées à ce dossier de demande. Alors, les propositions sont liées aux demandes. Donc là, le premier bandeau correspond au dossier de demande. Les bandeaux suivants correspondent aux demandes qui ont été sélectionnées, exprimées par l'usager. Donc ici, on avait une PCH, une AH, une CPR. J'ai déjà renseigné quelques informations sur la AH et c'est une proposition qui est déjà décidée. Donc, on a bien le statut décidé ici au niveau de la proposition et elle n'est donc plus modifiée. Si ici, au niveau du complément de ressources, l'information n'a pas encore été renseignée, donc je vais ajouter une proposition de complément de ressources qui va donc m'attacher les éléments de la proposition associée. Ici, on est sur un nouveau droit, par exemple, les motivations. Les motivations et les précisions sont des éléments paramétrables. Donc, par défaut, nous avons chargé la base de données à partir des éléments fournis par la CNSA avec la liste des motivations harmonisées. On visualise en dessous le libellé qui sera affiché dans la notification. Ici, donc, je vais renseigner les informations de la durée du droit. Je peux rajouter des éléments de notification qui apporteraient une précision à la motivation au cas où celle-ci ne soit pas assez précise et qui s'affichera dans la notification. J'enregistre ma proposition. Ma proposition est donc passée au statut en cours d'évaluation. Et pour l'inscrire en CDA, il faut que je le signale ici en prêt pour inscription CDA. Et lors du dossier, je pourrai ici créer les décisions. Je verrai bien donc apparaître les propositions qui sont prêtes pour inscription CDA et la création des décisions se fait automatiquement. Ensuite, quand je vais donc effectivement passer sur la page des décisions, alors c'est très peu visible immédiatement, mais on va retravailler sur l'ergonomie pour vraiment montrer la différence entre la page proposition et décision. Mais là, on est bien sur la page des décisions et j'ai bien mon complément de ressources qui a été passé en décision. Je vais revenir sur les propositions. Lors des saisies de propositions, l'évaluateur peut décider de vouloir ajouter une proposition hors demande exprimée. Donc, dans ce cas, par exemple, ici, je veux rajouter une carte de mobilité et inclusion. Je vais ici la rajouter. Automatiquement, une demande générique va être créée qui va intégrer cette nouvelle proposition hors demande exprimée et les différents éléments à renseigner. Alors, j'ai pas de motivation en base de données pour cet élément. C'est pas un élément
obligatoire pour la saisie. J'enregistre la proposition. Je peux la passer en prête pour inscription CDA. Et ici, donc, à la création de la décision, je vois bien cette nouvelle carte qui s'est rajoutée. De la même façon, alors maintenant, j'ai une demande générique. Toute proposition supplémentaire hors demande exprimée ne sera plus créée par cet onglet au niveau du dossier de demande, mais directement au niveau de la demande générique qui proposera l'ensemble des propositions qu'il est possible de rajouter. Celles qui sont déjà existantes sont grisées. Alors, je suis passée directement aux propositions après le CERFA, mais on a quand même la partie évaluation du dossier. Donc ici, on a l'intégration du fichier Excel du dictionnaire de données sur la partie évaluation, donc qui est regroupé en 4 éléments principaux et restructuré à l'intérieur par des thématiques plus précises. Lorsque je clique sur un des éléments, je vais avoir l'ensemble des éléments donc, du fichier Excel que vous connaissez peut-être et je pourrai sélectionner les éléments qui m'intéressent, quelle que soit la catégorie sélectionnée. Donc, en fonction des éléments sélectionnés, ici sera renseigné un petit récapitulatif qui permet à l'évaluateur de vérifier que les informations qu'il souhaitait renseigner ont bien été stockées. Donc ici, si je rajoute un VIH, je vais le voir apparaître au niveau de la pathologie principale et j'ai la catégorie aussi dans laquelle ça a été enregistré qui va également se renseigner. Au niveau de la recherche, on a également une facilité à la saisie, c'est-à-dire que sur un mot-clé, on va proposer toutes les catégories accessibles et en fonction de la catégorie sélectionnée, on ira directement, normalement, sur la page concernée. Voilà. Avec le champ sélectionné directement visible. Donc là, je vous ai présenté l'ensemble du processus de saisie du CERFA. Juste quelques éléments, je ne sais pas si, au niveau de l'affichage, ce qui vous est visible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'application a été pensée en développement responsive, c'est-à-dire que simplement, là, je suis simplement en train de jouer avec la molette de ma souris et contrôle, ou vous pourriez faire aussi avec les touches contrôle plus ou contrôle moins, pour adapter l'affichage à votre écran ou à votre perception visuelle. On peut aussi gagner un petit peu de place ici en cachant le bandeau. C'est vraiment, au niveau de l'affichage, c'est assez modulable. Je regarde un petit peu le temps. Je vais peut-être m'arrêter là pour voir s'il y a des questions de votre côté. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas encore de questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'informations complémentaires, à poser vos questions. Vous avez également nos coordonnées dans la présentation qui sera également mise en ligne sous le webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous relancer si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur l'application. Dans tous les cas, et pour résumer, notre application suit toutes les informations qui sont définies dans le tronc commun de la CNSA. Nous suivons toutes les données du dictionnaire de données. Nous allons donc être labellisés, en tout cas, nous allons suivre le processus de labellisation avec une première visite la semaine prochaine, la visite dite préliminaire et la labellisation qui aura lieu dans un peu moins d'un mois. Au niveau du palier 1, on aura tous les éléments nécessaires à
répondant en tout cas à la labellisation du palier 1 et nous sommes allés un petit peu plus loin avec la collaboration des MDPH pour ajouter quelques éléments de fonctionnalité qui sont nécessaires à la mise en production et au côté opérationnel du quotidien des MDPH. Et donc, pour préciser, c'est pour cela que l'application, elle continue d'évoluer. Elle est toujours en développement, et elle continuera d'évoluer sur toute l'année 2020 avec les feuilles de route et les évolutions demandées par les différents départements participant donc au club utilisateur. Alors, la première question, comment gérez-vous les CDA, listing, ordre du jour, édition par lot? Alors, c'est un élément que je n'ai pas pu vous présenter sur l'application là en développement. Justement, parce qu'elle est encore en développement, cette partie, pardon, excusez-moi. Donc, en fait, on aura l'inscription en CDA au niveau des dossiers de demande par sélection des propositions, potentiellement prêtes pour les inscriptions CDA. Et au niveau de la gestion, alors je peux vous le montrer un petit peu, mais c'est pas complètement terminé. Donc, on a ici la gestion des CDA avec la création des commissions proprement dites, la visualisation, c'est-à-dire que on pourra rechercher toutes les commissions existantes sur une période donnée et en fonction de la CDA sélectionnée, on verra en dessous l'ensemble des dossiers qui ont été inscrits en CDA. Dans cette même page, alors je suis désolée parce que là, j'ai pas d'éléments sur le serveur pour la démo, donc je ne peux pas vous le montrer, mais vous aurez également l'accès à des boutons qui permettront soit de visualiser l'ordre du jour dans un premier temps pour vérifier que toutes les informations souhaitées sont bien présentes, mais également l'édition de l'ordre du jour qui reprendra les éléments demandés par la CNSA, c'est-à-dire la synthèse des besoins, les droits et prestations en cours et les propositions qui sont à passer en CDA. Sachant que de manière générale, pour toutes les éditions, nous sommes partis sur les éditions harmonisées fournies par la CNSA au niveau du palier 1. Ce ne sera que des modèles, hein, c'est-à-dire que vous pourrez les adapter à votre main. Ce sera vraiment à votre main, ne serait-ce que pour ajouter le logo de votre MDPH ou rajouter quelques informations complémentaires au niveau du texte. Donc, oui, je vous ai montré la partie CDA. La deuxième question concerne les équipes pluridisciplinaires. Donc, on a le même principe en fait pour les équipes où en fait on va sélectionner pour la création des équipes un certain nombre de personnes pour l'équipe et on peut créer des personnes externes qui seront ajoutés donc aux éléments et qu'on pourra rajouter à l'équipe proprement dite, avec un nom d'équipe forcément. On va dire que c'est une équipe enfant, par exemple, une date de session, à la création de l'équipe, les informations sont renseignées et cette équipe sera donc accessible par la suite. Si je reviens ici sur l'un de mes dossiers, par exemple, ici, je pourrais inscrire en équipe. Alors oui, j'ai mis une date du 10, c'est peut-être ça qui l'embête parce que c'est pas une date future. Est-ce que je peux la modifier? Pardon. Voilà, donc ici je reviens sur mon dossier, inscrire en équipe. Donc là voilà, j'ai bien mon équipe qui est maintenant présente, je la sélectionne, elle sera donc assignée, le dossier pardon de demande sera bien assigné à l'équipe sélectionnée. À savoir qu'il est prévu
pas encore complètement développé, mais c'est prévu de pouvoir, à un moment donné, inscrire une demande en particulier à une équipe ou à un évaluateur en particulier. On a le niveau maître, entre guillemets, qui est l'inscription du dossier de demande en équipe ou auprès d'un évaluateur, mais si besoin pour certaines demandes en particulier, de les affecter à d'autres personnes, on pourra découper finalement le dossier de demande auprès d'autres évaluateurs. Je reviens sur les questions. Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres éléments que vous souhaitez me voir aborder ? En attendant, ce qu'on ne vous a pas expliqué, c'est aussi important, c'est tout ce qui est comment installer, intégrer la solution. Donc là-dessus, c'est l'une des valeurs ajoutées d'Atoll. C'est-à-dire que nous vous accompagnons aussi pour tout ce qui est reprise de données, puisque vous avez tous un système existant. Et nous sommes en capacité de développer des connecteurs. On vous fournit un format pivot pour la reprise de données. Et du coup, on vous accompagne donc pour cette reprise à travers des ateliers pour qualifier les données importantes à transférer vers notre système. Sinon, là aussi, nous travaillons actuellement, nous avons une équipe en parallèle qui travaille sur la numérisation de l'extraction de données du CERFA, quoi. Alors concernant les flux, donc en fait on va au moment on a une page d'échange. Alors je vais vous la présenter rapidement. Donc en fait cette page d'échange va pouvoir lister l'ensemble des flux qui peuvent être envoyés. Donc on a deux flux CAF, hein, on a le flux de maintien des droits et le flux suite aux décisions. ESMS, c'est aussi appelé le flux via trajectoire, la CMI, les extractions pour la CNSA et la partie SNGI. Alors, par rapport à votre question sur les flux, donc concernant les éléments ESMS, CMI, CNSA et CAF, on est plutôt sur des générations de flux. Alors, flux, c'est à la fois des flux XML, mais également des extractions sous format fichier. Et en fait, ces éléments sont générés actuellement manuellement. C'est-à-dire que ici, par exemple, j'ai eu plusieurs demandes, soit d'AH, soit de CPR. Donc, j'ai un flux de maintien de droit à générer. Donc ici, je vais visualiser en fait les usagers pour lesquels il y a eu des demandes d'AH et de CPR. C'est un petit tableau visuel, mais avec la possibilité de tout cocher si on le souhaite. Et puis, donc, en fonction des éléments, je valide et là, je vais générer en fait mon flux qui sera soit directement accessible ici si on le souhaite. Donc ici, vous voyez les différents flux qui ont été générés. On a également l'utilisateur de la MDPH qui l'a généré et le contenu qui a été construit selon les critères de normalisation qui ont été fournis. Donc, le principe et les autres éléments, ils sont pas visibles là actuellement, mais on sera sur le même principe. Pour le SNGI, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on sera plus sur du flux, pardon, je trouve plus mes mots, sur du flux, temps réel au moment de la création de l'identité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notamment là, on va faire de la reprise de données sur des éléments qui n'ont pas été forcément certifiés par SNGI. Donc, on aura
on a en tout cas envisagé, maintenant il reste à les valider parce que on n'a pas encore validé avec le serveur jeton les éléments. Mais en fait, on a prévu, donc ici, on aura de la même façon que pour la CAF, une liste des identités qui n'ont pas été certifiées SNGI et qu'on pourra renvoyer manuellement pour faire des certifications point par point. Ou au moment de la saisie d'un nouveau dossier de demande, par exemple, on va revenir sur une identité existante qui potentiellement n'aura pas été certifiée. Et là, on va renvoyer le flux vers SNGI pour certifier si ce n'a pas été le cas. Je crois qu'on va pouvoir arrêter cette présentation. Nous en mènerons d'autres prochainement, de toute façon, pour montrer les avancées de notre solution. N'hésitez pas à nous joindre, donc vous avez nos coordonnées. Donc nous pouvons très facilement vous faire une démonstration à distance ou sur site de nos outils. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.